Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cet atelier au titre très évocateur, les conséquences de la pandémie sur la responsabilité des dirigeants. Vaste question. Et on a prévu en fait avec mes collègues ici présents de vous préparer une présentation où vous verrez, on a laissé la place à beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir vous exprimer à la fin des présentations qui, j'espère, vont vous permettre de débattre sur ces questions. Tout d'abord, quelques petites questions pratiques. Les informations concernant les conditions sanitaires. Gardez le masque, bien évidemment. Respectez la distance, mais vous êtes maintenant très au courant de tout ça. Vous aurez la possibilité de poser les questions en fin de présentation, sans aucun problème. Et en même temps, vous aurez également en fin de présentation la possibilité de faire les évaluations par informatique directement sur le site. Et je vous remercie par avance de vos retours sur vos évaluations et sur les attentes que vous avez sur ce type d'atelier qui nous permettent à chaque fois de nous améliorer et surtout de vous permettre de trouver des sujets qui vous intéressent. J'espère que ce sujet qui nous intéresse et qui nous a beaucoup passionnés vous intéressera également et vous passionnera également. Sur ce thème, je suis accompagnée par 3 personnalités et personnes de haute volée pour constituer un panel, je pense, où le débat a sa place. Et je commence par le maître du risque, l'assureur, Françoise Marie, qui est la directrice des lignes financières chez QBE et qui va donc nous proposer de présenter le point de vue de l'assureur sur cette question et essayer de nous expliquer, mais elle va forcément apporter ses arguments sur comment ce risque est appréhendé au niveau des assureurs et pourquoi on assiste à une telle évolution suite à la pandémie, ou en tout cas en quoi la pandémie peut avoir une conséquence sur ce risque. À ma gauche, nous aurons Stéphane Choiset, qui, en tant qu'avocat, va vous rappeler très brièvement, mais de façon assez importante, les conditions de la responsabilité des dirigeants, de quoi on parle, comment ça marche et quelles sont les évolutions qui ont été les plus importantes ces dernières années, encore une fois suite à la pandémie. Et à ma droite, nous aurons le point de vue du courtier qui représente les clients que je suis, donc les assurés, et qui va être en charge de débattre sur le point de vue de l'évolution du risque au niveau des clients et d'avoir une question très très concrète, en quoi la pandémie a eu ou pas des conséquences pratico-pratiques en termes de sinistres, en termes de réclamations. Et vous verrez qu'il y a bien évidemment une différence selon les pays et la zone géographique où on se place. Et moi-même, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Zayela Issaoui, je suis la directrice risque et assurance chez Bouygues Construction depuis quelques années. Je suis également depuis de très longues années la présidente de la commission responsabilité au sein de la MRAE. Et au sein de cette commission, nous avons en charge, nous avons à cœur de débattre et de discuter de toutes les responsabilités et de les travailler pour les encadrer, les éliminer, voire les transférer quand c'est possible, que ce soit sur un marché assurantiel ou que ce soit sur un autre marché. Donc bienvenue à tout le monde. Pour ceux et celles qui veulent rejoindre la commission responsabilité, la porte est grande ouverte et en général, on ne s'y ennuie pas. Et on a des débats assez fournis sur l'ensemble des questions. Je vais donc vous rappeler que sur cet atelier, nous allons avoir bien sûr les fondamentaux de la responsabilité des dirigeants avec Stéphane. Ensuite, un mécanisme qui sera un petit peu rappelé en termes d'assurance et de quoi on parle quand on parle d'assurance de responsabilité avec Guillaume. Les points de vue des assureurs et surtout comment ils ont considéré qu'il fallait tarifer ce risque-là. Vous verrez que rien que ça, c'est une vaste question.
Et nous terminerons avec des chiffres et des données pour pouvoir vous permettre justement d'avoir toutes les clés pour débattre. Et l'objectif, c'est bien évidemment de laisser de la place en fin de présentation à tous ces débats-là. Et vous aurez bien évidemment la parole. N'hésitez pas à ce moment-là pour poser vos questions. Je laisse la parole à Stéphane. Oui, merci Zahela. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, merci Zahela. Le rôle qui m'est dévolu, en fait, est un rôle, j'allais dire, à la fois important et ingrat. Pourquoi ingrat? Parce que ce que je vais vous dire, la plupart d'entre vous le savent exactement. On va travailler effectivement sur des briques de connaissances que vous maîtrisez à peu près tous. Alors pourquoi les rappeler? Parce que déjà, tout le monde n'est pas dans cette situation. Et puis surtout, ça va nous permettre, vous allez voir qu'on va procéder par étapes et on va effectivement arriver à se poser des questions qui sont beaucoup plus contemporaines que ce que je vais vous indiquer. Bien évidemment, vous vous doutez qu'il n'y a pas encore de jurisprudence, en tout cas en France, sur ce sujet-là, mais on voit monter un certain nombre de choses, et en tout cas l'interrogation qu'on porte aujourd'hui est quelque chose dans lequel on va vraiment... Enfin, on a envisagé des hypothèses que je pense qu'on reprendra tout à l'heure, et ces briques doivent normalement permettre de poursuivre un tout petit peu l'échange. J'aimerais qu'on se pose une petite question de sémantique. On parle de la responsabilité des dirigeants. Moi, je ne la vois pas exactement comme ça, si vous voulez, après une petite expérience quand même sur le sujet. Pour moi, je parle plutôt de responsabilité au pluriel. Pourquoi? Parce que l'ARCMS, la DNO, vous l'appelez comme vous voulez, est quelque chose qui, au fond, quand j'ai cherché une image pour intervenir, me renvoyait plus à l'idée d'une forme de diamant. C'est-à-dire que l'ARCMS, ça dépend de la façon dont on regarde le diamant et ça dépend de la façon dont la lumière éclaire la face du diamant que vous êtes en train d'examiner. Vous allez le voir que dans la présentation que je vais faire, je vais prendre plusieurs angles d'attaque. Mais des fois, en RCMS, on a un peu l'impression de jouer aux échecs à 2 à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on passe de 2 à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrées et ça donc crée un certain nombre de responsabilités qui sont cumulatives. Ça donne souvent d'un aspect catalogue. Je ne sais pas si vous avez lu des revues ou des bouquins là-dessus, mais c'est souvent un espèce de catalogue de jurisprudence et on a des fois un peu de mal à sentir la constante. Donc, cette question-là fait qu'on a, premièrement, une très forte créativité des hypothèses et de la jurisprudence. Le défaut de cette matière-là, c'est que la prévisibilité des décisions est assez délicate. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure qu'une même hypothèse, selon les circonstances qui entourent la faute du dirigeant, sera ou ne sera pas un cas de responsabilité. On va le voir, et notamment on en parlera, je pense, c'est des problématiques liées par exemple au PGE. Vous allez voir qu'on va se poser cette question-là. Donc, pour commencer, juste le slide, tu le fais? Oui. Pour commencer, je voudrais juste qu'on balaye tout de suite une fiction qu'on apprend notamment à l'université et qu'on apprend à nos étudiants, qui est de dire qu'au fond, la personne morale est un bouclier. La personne morale n'est pas un bouclier absolu, c'est un bouclier relatif. On peut même se poser la question de savoir s'il a jamais été autre chose qu'un bouclier relatif. Mais l'idée qu'un dirigeant serait protégé par la forme sociale est une vue de l'esprit. Les hypothèses qui permettent de contourner cette règle sont tellement innombrables qu'on peut tout de suite se dire qu'on va oublier cette fiction-là, elle n'existe pas, elle est encadrée, mais elle n'existe pas en tant que telle. J'ai bien aimé, et c'est pour ça que j'ai voulu rappeler ce texte-là, je sais que ça concerne les SA, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cet article 225-251, en fond, résume quasiment 80% des hypothèses de dossier. On oublie les procédures collectives, on oublie le pénal, mais en tout cas les procédures civiles, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement des infractions ou des dispositions législatives ou réglementaires, des violations de statut, des fautes commises dans leur gestion. Et je n'ai pas mis tout le texte, mais le texte va jusqu'à dire le tribunal détermine la part contributive de chacun. Donc, si vous voulez, le texte légal non seulement ne parle pas du dirigeant, il n'y a pas un responsable individuel, mais des dirigeants. Donc, cette idée-là vous donne déjà une idée du nombre d'hypothèses. Et si on veut le synthétiser, on a une autre lecture qui peut être faite, c'est toujours mon fameux diamant, c'est-à-dire on peut le voir le problème différemment, plutôt que de prendre cette règle de l'article L 222-251, d'ailleurs qui existe pour les SARL à 225-32, on peut aussi prendre le problème différemment. C'est-à-dire qu'on peut prendre le problème non pas sur vous dirigeants, vous devez par votre bon comportement vous trouver dans cette hypothèse pour ne pas violer la loi, on peut prendre le problème sous l'angle de la réclamation elle-même. Donc c'est un petit tableau qui effectivement... Oui. Ah, ça charge, d'accord. On peut le prendre par au type de contention, on peut le prendre par hauteur de réclamation. Je m'explique. De quoi sont faits nos dossiers collectifs?
Ils sont faits d'abord de procédures collectives dans lesquelles l'auteur de réclamation sont les créanciers. Ils sont faits aussi de litiges boursiers dans lesquels les actionnaires sont au pilotage de l'action. Et vous avez des tiers qui, globalement, eux, se réfèrent au texte que je viens de citer, c'est-à-dire les manquements liés à la loi, au statut et aux fautes de gestion. Et là-dedans, vous rajoutez une hypothèse complémentaire qui est celle des frais de défense et de comparution. Donc vous avez plusieurs façons de prendre ce problème de la responsabilité, en fait. Vous avez soit la règle de droit elle-même, mais vous avez aussi la réclamation. Vous voyez, quand je vous disais qu'on joue à 2 ou 3 dimensions aux échecs, c'est ça. C'est-à-dire que selon la façon dont on prend le problème, on aura effectivement des actions qui auront une nature différente. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que c'est une matière en plus qui aime la subtilité. Donc je ne l'ai pas mis, je le tiens à la disposition de ceux qui le veulent. Je m'explique. Vous allez voir que la matière dirigeant est quelque chose qui est totalement relatif. Je ne sais pas si vous avez vu passer un arrêt du 17 mars 2021. Il est publié au bulletin. C'est un arrêt qui explique qu'il ne peut pas y avoir de tacite reconduction dans le cadre d'un dirigeant qui est en mission à durée déterminée. Il n'y a pas de tacite reconduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère intuitif personnel de la mission qui est confiée au dirigeant fait que même si un dirigeant continue à la terme de son mandat de continuer à travailler dans l'intérêt de l'entreprise, il ne sera jamais qu'un dirigeant de fait. Donc vous voyez qu'on bascule très facilement dans ces hypothèses, on se dit c'est un droit normé cadré, oui, sauf qu'on peut très facilement aussi sortir de ce cadre et entrer dans une autre galaxie, une autre dimension. Et là-dessus, on discutera notamment de la problématique des dirigeants de fait par rapport à la possibilité de les assurer. Donc, sur ce principe qui est classique, la RC personnelle est engagée par le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice constant. Alors, jurisprudence constante, je sais qu'on a des débats là-dessus, mais enfin bon, en tout cas, l'idée est constante. La responsabilité envers les tiers, vous la connaissez par cœur, c'est-à-dire la fameuse faute séparable des fonctions. Faute intentionnelle, particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions. L'idée, au fond, pour ceux qui ont fait une formation latiniste et classique, c'est au fond appliquer à l'entreprise le bonus pater familias, c'est-à-dire le bon dirigeant qui se comporte intelligemment, de façon loyale, se comporte bien, ne commet pas d'erreurs, est prudent, etc., etc. Donc inutile de vous dire que ce paradigme-là n'existe pas. Je veux dire, c'est à nouveau qu'une façon que les juristes ont de reconstituer la réalité à l'envers, mais donc ça vous donne une idée du fait que ce bon dirigeant peut effectivement commettre des erreurs qui l'engageront sur un terrain beaucoup plus dangereux que ce qu'il pensait imaginer. Vous avez ensuite la responsabilité envers la société. Donc on va de la faute catégorique, enfin plutôt, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. On va de la faute simple à la négligence fautive. Vous avez la fameuse action, alors pour ceux qui aiment le latin, l'action ut universi. C'est généralement une action des dirigeants actuels versus les dirigeants passés. En gros, on agit au nom de l'entreprise, effectivement, contre les anciens dirigeants. Vous avez aussi une action au nom et pour le compte, qui est l'action it singuli. Ici, on est plutôt dans une hypothèse d'associés minoritaires qui agissent contre les dirigeants en disant vous faites un travail qui est un travail de sagouin. Donc ça, c'est la responsabilité envers la société. Ensuite, vous avez la responsabilité envers les associés à titre personnel, mais ça suppose, et c'est un autre sous-débat de la problématique, d'avoir effectivement un préjudice personnel distinct à établir. Quelques jurisprudences récentes pour vous montrer que c'est quand même beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien croire. Il y a une idée qui est assez répandue chez les avocats, je vous le dis, parce que moi au début c'est ce que je pensais, qui est de se dire mais c'est vachement facile de mettre en cause la responsabilité d'un dirigeant. En fait, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Je vous donne un exemple. L'existence de la faute, c'est un arrêt très récent du 1er décembre 2021, avec une superbe faute pour dirigeance sociale avec un E, donc vous m'excuserez, il faudra le rectifier avant que ça parte sur le site de l'AMREI. Mais l'idée, c'était de savoir si un dirigeant qui est l'inventeur d'un procédé au sens du Code de la propriété intellectuelle, qui commence à engager des négociations avec une filiale pour exploiter ce procédé, a le droit, finalement, parce que le Code de la propriété intellectuelle lui dit qu'il est le seul à pouvoir exploiter son invention. Est-ce que pendant qu'il fait croire aux partenaires au nom de l'entreprise qu'on va trouver un accord pour diffuser et exploiter ce procédé, il peut lui-même déposer le procédé et se le réserver? Là, vous voyez clairement où on va. C'est une absence totale de loyauté. Et bien, pas pour la Cour de cassation. C'est-à-dire que la Cour de cassation écrase le problème en disant non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute parce que le droit fait que c'est lui qui peut l'exploiter. Donc tout ce qui est périphérique est quelque chose qui doit être écarté.
On aurait pu avoir une décision un petit peu différente sur l'angle de la loyauté, du temps perdu. Enfin, peut-être qu'on aurait pu trouver autre chose. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que cette question de faute, c'est pas du tout aussi évident que ça. Et on l'a, par exemple, dans un arrêt également assez récent, qui est un arrêt du 20 octobre 2021, un vieux débat. Il y a plein de jurisprudence sur le remboursement de compte courant. Est-ce que le remboursement d'un compte courant, donc qui est un crédit qu'un associé a sur l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible de dégénérer en faute? Eh bien, ce n'est pas du tout aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'à nouveau, on en revient à ce que je vous disais au début, ça dépend des circonstances. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc tout ça pour vous dire que ceux qui considèrent que c'est acquis, que c'est un excellent moyen de pression, c'est vrai que c'est un moyen de pression, je ne vais pas vous le cacher. C'est-à-dire quand vous avez un conflit avec l'entreprise et que vous attaquez le dirigeant parce que l'entreprise ne veut pas se bouger, ne veut pas payer des dettes, c'est quelque chose qui peut être efficace. Mais ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance du tout. Donc c'est un contentieux, je vous dis, multiforme, protéiforme, multicause et complexe. Ça va, je suis pas en retard? C'est bien. Donc, non, parce que Zahila nous a briefé pour qu'on ne soit pas en retard. Vous avez ensuite une autre hypothèse très fréquente, c'est les procédures collectives et les cas de responsabilité liés aux procédures collectives. Donc ça, je pense que je ne sais pas combien les assureurs traitent de ce type de dossier, mais en tout cas en jurisprudence, ça revient très souvent. Donc j'imagine qu'en assurance, ça doit avoir à peu près les mêmes répercussions. Vous avez la faillite personnelle, que vous connaissez, les 7 cas prévus. L'article que je cite, ce n'est pas l'article 653.5, je le modifierai aussi. Et vous avez effectivement le délit de banqueroute. Donc vous avez toujours à peu près la même chose. Pour que vous voyez faillite personnelle, banqueroute, c'est un peu un fusil à deux coups. Il y a d'abord l'hypothèse civile et après il y a l'hypothèse pénale qui peut, j'allais dire, être également enclenchée si on ne respecte pas les procédures au niveau civil. Ça, c'est la responsabilité en matière collective. Mais vous avez surtout, et c'est le grand classique, c'est le suivant, c'est effectivement l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Alors, il faut savoir que le texte qui fonde cette action a changé au mois de juillet 2021 de mémoire. C'est l'article 651.2. Avant, on était plutôt dans une logique où on se posait les questions sur la faute elle-même, à partir d'où on pouvait agir contre le dirigeant. Là, le texte est très clair. Toutefois, en cas de simple négligence, alors l'ARC du dirigeant de droit et de fait, c'est quand même assez amusant de voir un texte légal parler de dirigeant de fait, ne peut être engagé. Donc le standard, si vous voulez, de mise en cause de cette responsabilité, il est plus élevé que ce qu'on peut imaginer, mais ce n'est pas pour autant qu'il est inexistant. Deux conditions, une faute du dirigeant, évidemment, et le fait qu'elle ait contribué. Donc on peut avoir un sous-débat à nouveau. Si vous voulez, c'est le bonheur des juristes, ce type de dossier, c'est qu'on a des débats partout. Sur chaque mot, on peut discuter. Qu'est-ce que c'est contribuer? Jusqu'où ça contribue? Est-ce que c'est une causalité intermédiaire? Est-ce qu'elle est parfaite? Etc., etc. Mais ce type de responsabilité permet d'obtenir l'indemnisation de toute ou partie de l'insuffisance d'actifs. Pas forcément du passif, attention, de l'insuffisance d'actifs. Vous avez aussi des hypothèses qui sont absolument permanentes, et notamment, je pense aux frais de défense. Vous avez les actions pénales. Alors là, les infractions pénales, je n'ai pas voulu toutes vous les citer, mais je n'ai même pas réussi à toutes les mettre. Droit de la concurrence, répression des fraudes, droit du travail, hygiène et sécurité, protection sociale, droit de l'environnement, droit économique et boursier, etc., etc., etc. Je mets là-dedans, même si ça n'en est pas juridiquement, les procédures devant les autorités de contrôle et de régulation, AMF, ACPR, CNIL, etc., etc., avec la sous-problématique délicieuse qu'on n'a jamais résolue malgré des années de discussion, ça fait au moins 10 ans qu'on en parle à la MRAE, sur l'assurabilité des amendes ou pas. Donc inutile de vous dire que ce sujet il est en train de rebondir sous l'angle du cyber. Mais bon, on en parlera, c'est un autre débat. Non, mais c'est pour vous dire qu'on a vraiment du travail à la commission RCR. Donc après, vous avez ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire les procédures inquisitoriales puissantes. Vous savez que c'est la phase effectivement où on a besoin d'être assisté quand on est dirigeant, et après encore plus quand on est mis en examen. Et vous avez surtout des questions des frais qui sont engagés. Donc il y a avec le sous-débat du remboursement des frais dans les polices, etc., etc. D'accord? On est effectivement, je vois que nous sommes d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de finir mon introduction, qui est vraiment un rappel, j'en suis confus, général, j'insiste. La première chose, c'est qu'il faut raisonner à la fois en droit français et en droit européen. En droit français, par exemple, on a une problématique qui est rendue absolument éclatante avec les problématiques de LPS, c'est-à-dire d'assurance reconstruction LPS et les défaillances. Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire en matière de construction entraîne automatiquement la responsabilité du dirigeant. Là j'en ai cité un, mais il y en a à peu près une vingtaine. C'est-à-dire et ça vaut pour toutes les hypothèses où il y a des assurances obligatoires.
On l'a eu notamment dans le cadre d'une activité d'un club de sport aussi, on avait à peu près le même raisonnement. Mais 95% de cette jurisprudence est axée sur les assurances construction non souscrites. Vous avez aussi des actions de porteurs de parts. On en a par exemple aux États-Unis, j'en ai cité une, action collective aux US contre Airbus, défaut de communication sur les dossiers de corruption, avec tout l'imagination de nos confrères américains. Je ne suis toujours pas remis du Covid comme préjudice matériel. Enfin, ça, j'avoue que je suis créatif, mais là, j'avoue qu'on est allé très très loin. Les silent covers dont on parlait ce matin. Enfin, si vous voulez, le droit est vraiment une école d'imagination. Donc, vous avez effectivement les actions des porteurs de parts. Vous avez également sur les actions de porteurs de parts, il y avait cette histoire de comptabilité truquée, pour ceux qui connaissent cette histoire de rachat d'une filiale comptablement totalement surévaluée en Chine. Il y en avait juste pour une dépréciation de 500 millions de dollars, enfin bon, 3 fois rien. Et vous avez par exemple le dossier qui est connu de tout le monde, puisque c'est un peu celui qui nous a appris à nous méfier des problématiques, notamment cyber, c'est la vengeance d'un sous-traitant qui a coûté à peu près 1 milliard, dont 300 millions de frais de surveillance. C'est l'action Target et surtout 3 class actions contre les dirigeants. Donc on n'a pas encore les résultats, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc pour essayer de clore ce que j'essaye de vous dire, retenez vraiment cette idée que, au fond, ce qui peut sembler évident, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants, l'est potentiellement par le nombre de points d'entrée de ce domaine et de ce domaine d'activité et des hypothèses de responsabilité. Mais à l'inverse, elle n'est pas aussi de façon tout aussi évidente parce que là, par exemple, on a, si par exemple, je vous donne l'exemple de la faute intentionnelle qui est une faute séparable, une infraction pénale n'est pas toujours intentionnelle. Donc, vous avez une espèce des fois d'équivalence dans un sens mais pas dans l'autre, qui fait qu'au fond, chaque dossier peut être problématique et peut être pris avec peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça fait partie, la RCMS, des dossiers qui sont, je ne dis pas que ça nous rend brillants en tant qu'avocats, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir. On se trouve dans des logiques, effectivement, dans lesquelles on est amené à chercher beaucoup. Donc, au fond, qu'est-ce qui reste et je vais passer la parole à Guillaume. Qu'est-ce qui nous reste quand on a un problématique RCMS? Bah, vous, en tant qu'entreprise, vous avez, à mon sens, un choix à faire. C'est soit vous trouvez les meilleurs dirigeants du monde, vous les trouvez parfaits, vous trouvez des êtres humains parfaits, qui sont capables d'éviter tous les pièges, tous les choses-trappes, qui pensent à toutes les hypothèses. Vous n'y arriverez pas. Je sais que dans les recueils, on nous explique que la formation, l'antésélection du risque, le regard extérieur, tout ça, etc. est très très bien, mais ça n'empêchera pas les hypothèses. Parce qu'il y a trop de points d'entrée dans cette problématique RCMS. Reste une chose, j'allais dire qui est un peu, tu m'excuseras Guillaume, la voiture balaye du problème, qui est celui de l'assurance. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la bonne façon aussi de se constituer une réserve face à un risque difficilement contrôlable, c'est de le prévenir, en tout cas en termes de garantie d'assurance. Donc ces briques-là, normalement, devraient nous servir tout à l'heure pour échanger sur des problématiques qui sont liées à la Covid. Merci Stéphane, merci pour ce bel exposé sur le cadre juridique de la RC ou des responsabilités des dirigeants, effectivement. Donc un peu comme l'a fait Stéphane, moi je vais poursuivre de façon peut-être un peu pédagogique. Je sais que certains d'entre vous dans la salle connaissent bien le sujet de la RC des mandataires sociaux, l'assurance RCMS. Je vais quand même m'attarder sur les grandes lignes, sur le contenu, sur l'intérêt de cette garantie pour ensuite en arriver au débat que nous allons générer entre nous. Donc, face aux responsabilités qui ont été commentées et décrites par Stéphane, cette police d'assurance, donc RC des mandataires sociaux, ou bien DNO comme on l'appelle dans le monde anglo-saxon et même d'ailleurs chez nous pour Directors and Officials Liability, son objectif principal face aux responsabilités et aux expositions des dirigeants est justement de les accompagner lorsque les dirigeants voient leurs responsabilités mises en cause par des tiers pour des fautes qu'ils pourraient commettre dans le cadre de leurs fonctions. Donc, son premier objectif, quand cette garantie a été élaborée, c'était la protection personnelle des dirigeants, puisque des dirigeants mis en cause devront se défendre, engager des frais pour prouver que ce qu'on leur reproche n'est pas fondé, est faux, et même s'il y a eu des fautes de commises, les aider à se défendre et donc transférer le financement de cette défense à l'assureur.
À défaut d'une telle assurance, sachant que dans des pays, enfin plutôt cette garantie va trouver son intérêt, notamment lorsque les dirigeants n'ont pas la possibilité d'être indemnisés par leur société. C'est le cas dans certains pays où cette indemnisation est légalement autorisée, donc une prise en charge des frais par la société. Donc quand il n'y a pas cette possibilité comme en France, puisque pour rappel ou pour information, en France, les sociétés ne sont pas légalement autorisées à indemniser les dirigeants, il n'y a pas non plus d'interdiction formelle, on a simplement tous considéré, courtiers, assureurs, avocats, que le faire pourrait constituer un abus de bien social, d'où l'intérêt de recourir à l'assurance RCMS pour, dans ce cas-là, effectivement bénéficier d'un niveau de protection. Sur le slide suivant, donc j'ai juste rappelé en fait quelles sont les motivations lorsqu'une société décide de mettre en place une assurance RC des mandataires sociaux. C'est généralement en premier lieu pour protéger le patrimoine des dirigeants, protéger les dirigeants, éviter de les exposer à des conséquences financières lourdes ou très lourdes dans le cadre d'une réclamation. Ça peut être aussi motivé par la volonté de protéger le bilan de la société quand justement la société sera légalement autorisée à indemniser les dirigeants, ou bien lorsque la société est aussi directement ou conjointement mise en cause par des tiers avec des dirigeants ou uniquement seuls, dans certains cas, comme vous le verrez au slide suivant. J'ai juste rappelé sur ce slide les trois notions que l'on emploie assez couramment dans les polices d'assurance RCMS, les fameux volets Side A, Side B, Side C que vous trouvez tout à la fin de ce slide. Juste pour rappeler que donc, une police d'assurance RC des mandataires sociaux va couvrir les personnes physiques, donc c'est ce que vous avez à gauche sur ce slide, donc les réclamations brutes contre les personnes physiques, avec la possibilité ou non pour la société de pouvoir les indemniser. Donc si c'est oui ou si c'est non, le contrat d'assurance couvrira soit des dirigeants lorsqu'ils ne peuvent être indemnisés, ou bien couvrira la société qui percevra l'indemnité de l'assureur. D'où ces notions donc, de side A pour des réclamations contre des personnes physiques qui ne peuvent pas être indemnisées, réclamations de type side B toujours contre des personnes physiques, mais réclamations qui pourraient être prises en charge totalement ou partiellement par la société. Et le volet C de la couverture, donc le side C, c'est la protection de la personne morale pour, en France notamment, puisque ce que j'ai indiqué, ce sont des garanties, des expositions et des garanties françaises, lorsque la société est mise en cause directement, avec ou sans dirigeant, dans trois cas de figure bien précis, notamment pour des réclamations qui seraient introduites par des actionnaires, la faute non séparable spécifique à la France, ou lorsqu'elle est mise en cause en qualité de personne morale administrateur. Je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être rapidement, mais c'est une police donc, qui est au bénéfice des personnes physiques, des assurés, des dirigeants au sens large, et j'y viendrai tout à l'heure. Police qui est souscrite par la société, donc pour le compte des dirigeants de la société, de l'ensemble des entités qui composent un groupe. Donc généralement, cette police est mise en place au plus haut niveau d'une organisation pour que l'ensemble des dirigeants de l'ensemble des filiales en complément de la maison mère soient couverts, puissent être couverts. Même si, comme vous l'avez compris, il s'agit de couvrir des conséquences financières de fautes qui auraient été commises par des dirigeants, il y a quand même une certaine légalité à pouvoir accompagner les dirigeants qui commettraient des fautes, parce que quand on est dirigeant, on peut être aussi poursuivi pour quelque chose qu'on n'a pas forcément commis, mais des tiers peuvent considérer que vous avez commis des fautes, et donc les dirigeants vont devoir se défendre. La police est aussi basée sur la présomption d'innocence, donc il faudra attendre, on va dire, la fin d'une procédure, la fin d'un procès, pour effectivement déterminer s'il y a eu faute ou pas, et même s'il y a eu faute, la police d'assurance RC des mandataires sociaux pourra prendre en charge, comme vous le verrez tout à l'heure, un certain nombre de frais jusqu'au terme d'une procédure. C'est une police également qui est assez large dans son contenu, puisqu'on est sur un mode de garantie tout risque sauf, toute réclamation basée sur des fautes commises par des dirigeants. Donc tout est couvert sauf ce qui est exclu. Donc j'y reviendrai également tout à l'heure. Et ensuite, je laisserai par contre la parole un peu plus tard à Françoise, qui nous expliquera comment cette garantie est souscrite, puisque cette garantie est souscrite en prenant en considération des éléments qui à chaque fois sont bien spécifiques à chaque client. Chaque société a un profil de risque différent au risque de RC des mandataires sociaux. Sur le slide suivant, on a juste ici rappelé un petit peu on va dire le lien entre l'assuré, les assurés, le souscripteur, l'assuré et les assurés. Donc garantie souscrite par la société, prime payée par la société. On sait que certaines sociétés aussi ont décidé, certaines l'ont fait, elles sont peu nombreuses, mais certaines sociétés ont décidé de répartir le montant de la prime
entre plusieurs dirigeants sur un critère qui peut être le salaire ou d'autres critères. C'est très rare, je vous rassure. Donc généralement, la prime est uniquement payée et supportée par la société. Prime payée à l'assureur. Et l'assureur, ensuite, dans le cas d'une réclamation, versera son indemnité soit au dirigeant lorsque le dirigeant n'a pas d'autres moyens de couverture, ou bien à la société lorsque la société aura pris en charge les frais de défense qui auront été engagés par le dirigeant dans le cadre d'une réclamation. Donc une garantie qui finalement bénéficie tant à des personnes physiques qu'à la société, malgré tout avec une priorité donnée à la couverture des personnes physiques. Qui aujourd'hui peut mettre en cause la RC des dirigeants et qui peut être à l'origine d'un sinistre qui serait couvert par la police? On a toujours, déjà, c'est essentiellement des tiers externes, donc des actionnaires, un régulateur, des fournisseurs, des clients, mais aussi, on va dire, des actions qui peuvent venir de l'interne, des employés, d'autres dirigeants, qui peuvent aussi introduire des réclamations contre des dirigeants, ne l'oublions pas. Donc comme vous le voyez sur ce slide, je ne vais pas tous les commenter, mais la menace, finalement, elle est assez vaste, elle est assez large. Donc être dirigeant, finalement, aujourd'hui, c'est accepter d'être exposé à des réclamations qui peuvent venir de tous ces tiers pour des raisons différentes, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de ce slide, le non-respect d'une réglementation, d'une législation, le non-respect des infractions au droit social, tout ce qui finalement régit la société et pour des faits pour lesquels des tiers considéraient que les dirigeants n'ont pas agi conformément à ce qu'on leur demande de faire, pourra constituer une faute telle que définie dans la police. Je vais poursuivre aussi rapidement sur le contenu d'une police d'assurance RC des mandataires sociaux. Donc les assurés, comme vous pouvez le voir, donc, sur qui est couvert, beaucoup de personnes physiques peuvent bénéficier aujourd'hui de cette police. On parle d'une assurance qui concerne les dirigeants, mais pas que, donc des dirigeants de droit, des dirigeants de fait, oui. Des employés également qui pourraient voir leur responsabilité engagée dans le cadre d'une action introduite conjointement en même temps qu'avec des dirigeants. Responsabilité, couverture étendue également aux membres proches de la famille qui devraient finalement assumer les conséquences d'un dirigeant. Des représentants, que ce soit des dirigeants ou des employés, des personnes physiques, dirigeants ou employés qui représenteraient la société au sein de participations minoritaires. Des assurés additionnels, pour reprendre le terme dans de nombreuses polices, c'est-à-dire que les assureurs et les courtiers ont aussi, les courtiers et les assureurs sont parvenus à étendre la définition à des catégories, à des fonctions bien spécifiques, directeur financier, directeur des achats, directeur juridique, juste pour être certain qu'ils seront bien couverts, mais à travers la définition de dirigeants de droit et notamment de dirigeants de fait, ces personnes sont couvertes, mais parfois, pas pour faire plaisir, mais pour plutôt avoir des affirmative cover, des couvertures affirmatives, on l'a fait pour apporter ce niveau de sérénité. Et la société également, dans les 3 cas que j'ai pu mentionner précédemment. Cette garantie sera déclenchée dans le cadre d'actions qui sont introduites au civil, au pénal, dans le cadre d'une enquête qui sera introduite par une autorité régulatrice, quel que soit son domaine de compétence, donc au niveau de l'enquête, et ensuite au niveau de la procédure, lorsque l'enquête aura mis en évidence un certain nombre d'infractions ou d'irrégularités. Ensuite, qu'est-ce qui est couvert par rapport aux responsabilités et aux enjeux pour les dirigeants? Un certain nombre de frais, comme vous pouvez le voir, à commencer par des frais de défense, des dommages et intérêts qui seraient mis à la charge des assurés s'ils étaient condamnés, des frais d'enquête dans le cadre d'une enquête introduite par un régulateur, des frais de comparution quand des personnes physiques doivent tout simplement rencontrer un régulateur et faire part de commentaires, d'une expérience pour que le régulateur puisse mieux comprendre ce qui s'est passé, en complément de frais d'enquête, des frais d'atténuation quand il s'agit d'engager des frais pour justement éviter d'arriver à une phase de litige. Donc on peut à un moment se mettre d'accord avec un tiers qui pourrait envisager d'introduire une action. Donc avant d'en arriver là, on peut aussi prendre en charge un certain nombre de frais pour éviter le litige. Ce sera dans l'intérêt des assurés et également dans l'intérêt de l'assureur ou des assureurs. La couverture également des amendes civiles, sanctions pécuniaires comme l'a indiqué Stéphane, avec tout le débat qu'il peut y avoir sur la couverture effective des amendes, mais contractuellement, c'est en tout cas quelque chose qui est prévu systématiquement dans toutes les polices du marché. Et puis ce que j'ai appelé des frais annexes, sur lesquels je passerai, puisque très en marge des frais principaux.
quelques exclusions, réclamation basée sur la faute intentionnelle, quand le dirigeant a notamment commis des fautes pour un bénéfice personnel ou un enrichissement personnel, exclusion qui s'appliquera quand ce caractère intentionnel aura été formellement établi ou reconnu, le passé connu, donc des faits connus à la date de mise en place de la police qui pourraient potentiellement conduire à des réclamations, des dommages corporels et matériels, alors sachant qu'on a malgré tout la couverture des frais de défense, ce qui sera simplement exclu à ce niveau-là avec cette exclusion, c'est les dommages, le montant des dommages et intérêts dans le cadre d'un dommage corporel et matériel. Donc, nous en parlerons tout à l'heure dans le cas qui nous intéresse, et le montant d'un impôt et d'une taxe lorsque, par exemple, une autorité fiscale considérait que des dirigeants n'ont pas agi correctement pour payer le montant correct d'une taxe. Pour nous approcher du sujet qui nous intéresse, avant de laisser la parole à Françoise, on est là pour parler des risques ou de l'impact des conséquences de Covid sur la RC des dirigeants. En tant que courtier, c'est ce qu'on a discuté longuement de nombreuses fois avec nos clients, quels sont les risques, quelles sont les expositions qui peuvent surgir dans le contexte de cette crise sanitaire. On a simplement mentionné sur la partie gauche de ce slide, de notre point de vue, après discussion collective, les principaux cas de figure qui pourraient conduire à des actions en responsabilité et qui pourraient du coup aussi ensuite déclencher le bénéfice de la police RC des mandataires sociaux. Des réclamations d'employés qui pourraient considérer qu'ils ont été exposés au virus parce que leur employeur les a quelque part incités ou forcés à revenir sur site. Des réclamations d'actionnaires qui pourraient considérer que c'est la faute des dirigeants si la société a eu des performances opérationnelles et financières et boursières qui ne répondent pas à leurs attentes. Des réclamations de créanciers lorsque la crise sanitaire a conduit à la faillite de la société, avec potentiellement une action en comblement de passifs qui est une zone d'exposition forte pour des dirigeants de sociétés privées. Des réclamations d'un régulateur qui pourrait considérer que la société a mal géré la crise, a fait n'importe quoi avec ses collaborateurs, les a incités à revenir sur site, à continuer à travailler comme avant, alors que la loi, la réglementation, les pouvoirs publics demandaient de ne pas le faire. Et aussi des réclamations d'autres dirigeants. Donc, je rappelle aussi que les tiers incluent des dirigeants. Donc on peut avoir des réclamations introduites par un ou plusieurs dirigeants contre un ou plusieurs dirigeants, notamment si par exemple il y avait un désaccord sur la façon de gérer la crise, d'organiser la société et son activité dans le contexte de la pandémie. Donc je ne vais pas dire davantage, je ne parlerai pas davantage sur ces sujets parce que je pense qu'on en parlera ensuite dans le cadre du débat concernant la façon dont les polices fonctionnent. Je vais simplement maintenant laisser la parole à Françoise qui, après nos commentaires, va vous commenter la façon dont aujourd'hui les assureurs dans ce contexte souscrivent, analysent les risques pour continuer à accompagner nos clients. Bonjour, donc comment ? Celui-ci, je crois. Celui-ci ? On n'est pas au point au niveau protocole. Non, mais c'est on pas y grave. arrive, on y arrive. On est tellement proches. Donc la voiture balai va prendre la parole. Donc je ne vais pas revenir sur les sources de responsabilité qu'ont très bien exposé mes confrères et mes collègues. Ce que je vais m'attacher, c'est que je pense que personne n'a eu à ce jour de présentation sur comment un assureur voit et analyse un risque d'INO. Alors, un assureur, déjà, il détermine une stratégie de souscription. D'accord, il va déterminer sur quel type de client il veut aller. Est-ce qu'il veut aller sur du SME, du micro, du upper middle, du large, du global corporate account? Ou est-ce qu'il veut aller dans telle ou telle industrie? Donc, il y a certains assureurs, dont QBE, refusent d'aller dans tout ce qui est le divertissement pour adultes. Donc, en gros, c'est sur tout ce qui est pornographie, tout ce qui est la crypto-monnaie. Donc ça, c'est QBE, c'est nos critères de souscription. Donc je peux les divulguer parce qu'ils sont connus de tous. Voilà, d'autres assureurs ont d'autres interdits de souscription. Et ensuite, comment on veut positionner notre portefeuille. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être un assureur de première ligne à 100%? Est-ce qu'on veut être un assureur d'excess? Est-ce qu'on veut ventiler nos capacités entre des premières lignes ou des excess? Donc chaque assureur a sa cuisine interne, a ses traités de réassurance, a ses réserves. Donc, il détermine tout ça de son propre chef. Après, nous voyons, une fois qu'on a fait notre cartographie où on veut aller en termes de portefeuille, on va se pencher pour tout ce qui est la DNO sur le type d'activité. Alors, on va se positionner, est-ce qu'on va sur des activités dites cycliques ou des activités non cycliques? Les activités cycliques, c'est celles qui montrent une dépendance tant à l'économie, à la politique ou à des instruments techniques.
Alors, pour imaginer mon propos, c'est que pour un assureur, une activité cyclique, ça peut être l'automobile, ça peut être l'aviation, ça peut être la construction, puisque nous avons, ça y est là, à notre table, j'ai pris cet exemple-là. Donc pour ce type d'activité cyclique, on va regarder la dépendance et donc on va avoir des questions très particulières. Par exemple, en ce qui concerne l'automobile et tout ce qui est équipementier, donc tout ce qui est lié à l'automobile, on va s'interroger sur comment est organisée cette activité, comment est organisée la vente des voitures. Est-ce que la société fait appel à de l'activité, à du financement de cette activité? Est-ce que par son comportement, ils ne vont pas pousser la consommation et l'achat de ces véhicules et en mettant en surendettement ses propres clients? Premier point d'attention. On doit toujours vérifier les méthodes de financement. L'autre point, c'est la sélection des fournisseurs. Est-ce qu'ils sont dépendants à des fournisseurs, à un seul fournisseur, 2 fournisseurs, 3 fournisseurs? Où se trouve le fournisseur? Et là, on revient à une problématique de chaîne d'approvisionnement. Tout ça va amener, bien sûr, la problématique Covid-19, puisqu'on en parle sur les risques. Le troisième point qu'on va regarder, c'est la rémunération des employés. Comment les employés sont payés? Comment se fait la vente? Est-ce que c'est sur rentabilité, nombre de ventes? Est-ce qu'ils poussent à la surconsommation? Tous ces points-là, on va les analyser en se disant, est-ce qu'ils sont dans un monde idéal ou est-ce qu'ils ont des pratiques déviantes? L'autre activité que je vous disais qui était pour moi cyclique, c'est l'aviation. Alors en termes d'aviation, il y a beaucoup de mes confrères qui le savent, ils sont très dépendants du prix du pétrole. Quand on voit une augmentation importante du prix du pétrole, ça a une conséquence directe sur ses créances, sur son pouvoir d'achat. Donc on regarde le prix du pétrole et on regarde comment ils protègent. Est-ce qu'ils ont mis des swaps pour protéger l'achat de leurs ressources? L'autre point, c'est l'âge de leur flotte. Est-ce qu'ils ont des avions récents ou pas? Est-ce qu'ils doivent s'endetter pour tout remettre à niveau? Donc ça, c'est des points. Est-ce qu'ils font du leasing? Est-ce qu'ils sont propriétaires? Tous ces points-là, on va les regarder. L'autre point qu'on regarde, c'est les mouvements sociaux. On ne va pas revenir là-dessus. Sur l'aviation, c'est quand même quelque chose de crucial. Ensuite, on passe sur la construction. Donc on voit bien avec le Covid-19 que la construction est mise un peu en exergue, puisque l'on voit une augmentation de la matière première et que certains constructeurs se sont engagés sur la construction du meuble, sans avoir anticipé ces augmentations. Donc ça va impacter leur marge. Donc ça va leur créer des problèmes de rendement. L'autre chose aussi, c'est à quel type de chantier? Est-ce qu'ils sont sur du retail, sur du grand compte? Est-ce qu'ils ont des chantiers long terme, court terme? Tout ça va peser sur la façon dont on analyse notre risque, parce que la RC des dirigeants, c'est quand même un risque à long terme. Donc tout ça est pris en charge par les assureurs, la façon dont ils protègent aussi leurs employés. Donc ça, c'est pour les sociétés qui sont plutôt dans des activités cycliques. Pour les sociétés moins cycliques, on va regarder la stratégie de la société, on va regarder comment ils se positionnent sur leur domaine d'activité. Bon, il y a des choses, par exemple, quand c'est les jeux, on a été beaucoup questionné. Voulez-vous assurer des casinos, des sociétés de jeux? Bon, certains assureurs refusent catégoriquement, d'autres y vont. Mais on va regarder comment ils organisent leurs activités et surtout, est-ce qu'ils se protègent sur tout ce qui est les risques d'addiction. Tout ça, c'est des comportements déviants qui peuvent amener une responsabilité des dirigeants. Donc, on cartographie tout ça avant de prendre une décision. Donc, c'est l'activité 1. La deuxième, c'est la solidité financière, puisque nous savons qu'on a l'action en comblement de passifs. S'il y a une problématique au niveau financier, on va avoir une responsabilité presque de plein droit. Donc pour prendre une position, on va analyser la solidité financière de l'entreprise avec les grands principes, pas de capitaux propres négatifs, donc tout le monde le sait. Si vous arrivez avec des capitaux propres négatifs,
je dirais que 99% des assureurs vont dire non. Le deuxième point, c'est les résultats positifs ou négatifs. Si à l'heure actuelle, vu la charge de travail des souscripteurs, vous arrivez avec des résultats négatifs, vous avez, allez, je dirais 70% qui ne vont même pas ouvrir le dossier parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Les autres vont regarder. Ensuite, on va regarder les ratios d'endettement, les ratios de liquidité et les ratios de rentabilité, puisque le dirigeant est responsable de la validité financière de son entreprise. Il a une responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires, il a une responsabilité vis-à-vis de ses fournisseurs et également vis-à-vis de ses employés. Donc tous ces points-là sont cartographiés. D'accord ? Le deuxième point, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie de développement de la société ? Vers quel territoire ? Sur quel type de produits ? Donc tout ça par rapport aussi à leurs pairs. Est-ce qu'ils sont dans la norme ou pas ? Ensuite, on regarde l'actionnariat. Là, c'est plutôt pour les entités privées, mais surtout pour les sociétés listées. Quel est l'actionnariat ? Est-ce que ce sont des investisseurs institutionnels ? Quelle est la part du flottant ? Est-ce qu'on a du particulier ? On regarde la fluctuation du cours de bourse, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de réclamations faites à l'encontre des sociétés boursières, c'est parce que le cours de bourse a chuté. Donc, on va regarder pourquoi il a chuté. Si c'est conjoncturel, comme on l'a vu en début d'année, il y a eu la crise du Covid-19, tous les cours de bourse ont chuté, ce n'est pas un argument pour refuser un risque d'INO, parce que ça fait partie d'une crise financière globale, d'une crise sanitaire globale. Ensuite, on va regarder la gouvernance de toutes ces sociétés. Est-ce qu'elles ont mis en place, puisque tous les outils pour communiquer, informer de manière loyale, légale, sincère, les actionnaires, les employés, les fournisseurs. Et là, on va regarder si toute la gouvernance est en norme par rapport à tous les codes qui peuvent exister. L'autre point, c'est que les sociétés listées ont de temps en temps, peut-être pas toutes, mais certaines, ils enjolivent un peu la mariée. Donc, on peut lire le document de référence qui nous donne une bonne appréciation du risque. Mais nous devons un peu aller voir aussi les rapports des analystes financiers pour voir s'ils corroborent les dires de la société. L'autre chose qu'on regarde, c'est l'historique de la société. Comment elle s'est positionnée dans le passé ? Est-ce que les dirigeants sont stables ? Est-ce que les dirigeants ont des CV solides ? Est-ce qu'ils sont en adéquation avec l'activité de la société ? Tout ça, ça nous donne, même si on dit que pour être dirigeant, on n'a pas besoin de compétences, nous, on doit s'assurer qu'ils sont compétents. Parce qu'il y a une présomption de responsabilité qui leur incombe. Et vu la masse de lois et de règlements qui entourent les dirigeants, on est obligé quand même de s'assurer qu'ils connaissent, qu'ils savent un peu ce qu'ils font. Le dernier point, et là, c'est un point général, c'est la territorialité. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez très bien que les USA, c'est risqué. La Chine, c'est risqué. Ensuite, vient se greffer là-dessus pour les assureurs des problématiques de compliance et de licensing. Est-ce qu'on pourra payer un sinistre s'il arrive ? Si nous n'avons pas la licence dans un territoire, on ne pourra pas le payer. Alors ça, c'est la vue globale, ce que l'on fait, notre travail au quotidien. Un souscripteur fait ça. Bon, moi, ça fait quelque temps que je ne reprends pas ça tous les jours, mais c'est notre travail pour s'assurer que la société sur laquelle on va donner des capacités répond à nos critères et monte patte blanche. Maintenant, nous allons voir, est-ce que le Covid-19 est un risque aggravant ? Donc déjà, une chose, il n'y a pas de loi sur le Covid-19. Le Covid-19 n'a généré aucune législation renforçant la responsabilité des dirigeants. Premier point. Donc on se base sur toutes les problématiques qui ont été, toutes les lois qui ont été et les règlements qui nous ont été exposés précédemment. Mais par contre, oui, c'est un risque aggravant. C'est un risque aggravant à plusieurs niveaux. C'est au niveau du risque financier, puisque l'on voit qu'un assureur va se positionner sur une entreprise qui a une très forte solidité financière. On voit, les premières études ont montré que les chiffres d'affaires en moyenne ont descendu de 10%. Là, la Banque de France dit 8,5%. Donc on est là. Que les résultats sont négatifs, qu'il y a des problèmes de trésorerie, pas pour toutes les sociétés. Les grands groupes ont moins de problèmes de trésorerie que les PME, TPE, donc il faut faire attention dans la façon dont ce que l'on dit, oui, le Covid-19, c'est applicable à tout le monde de la même manière. Non, ce n'est pas vrai, je le reconnais.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? C'est le taux d'endettement. Est-ce que les sociétés ont été dans la position de pouvoir renégocier leurs dettes? Les grandes entreprises, oui. Les plus petites, moins bien. Voilà. Donc ça, il faut le dire. Donc il faut faire un peu une différence. Donc ça, c'est la première approche. Oui, les risques financiers se sont intensifiés pour les entreprises. Après, on verra qu'il y a une autre réalité derrière. Il y a eu aussi une aggravation des risques opérationnels. Comme l'a dit Guillaume, les entreprises sont responsables de la protection de la santé de leurs employés. Donc avec le recours au télétravail, avec le nouveau protocole sanitaire, il y a eu une intensification du risque qui a pesé sur les dirigeants pour protéger leurs employés. Il y a aussi le recours au télétravail, donc qui a intensifié le risque cyber. On ne va pas y revenir. Je pense qu'il y a d'autres séminaires à ce sujet-là. Et il y a aussi maintenant le retour, le déconfinement et les problématiques sur la continuité d'activité, puisqu'on se rend compte qu'il y a une carence dans les matières premières, qu'il y a des délais de livraison de prestations qui s'allongent. Et ça, c'est lié qu'au Covid-19. Le dernier point, c'est les risques juridiques et réglementaires. Ben là, on va en débattre un peu plus tard il y a eu à peu près plus de 400 textes qui ont été établis avec le protocole sanitaire, avec les obligations d'information des sociétés vis-à-vis de leurs actionnaires. Pour les sociétés listées, il y a eu l'AMF qui a renforcé l'information périodique, l'information permanente. Il faut vraiment faire des pavés dans les documents de référence. Comment le Covid-19 a eu un impact sur l'activité, sur la situation financière et quel impact il peut avoir sur le cours de bourse d'une société. Tout ça existe et on ne peut pas s'en dédouaner. Donc le Covid-19 pour un assureur, quelles étaient les conséquences? Certains ont voulu mettre pour la DNO des exclusions Covid-19. Quand on sait qu'on parle de faute de gestion, si on exclut le Covid-19, on exclut, on vide de sens cette garantie. Donc à l'encontre des assureurs property qui ont mis des exclusions Covid-19 ou de l'ARC qui ont mis des exclusions Covid-19, il n'y a pas eu d'exclusion Covid-19 en RC des dirigeants. Par contre, il y a eu une approche de souscription plus stricte. Les assureurs ont fait attention. C'est-à-dire que les activités à risque, telles que l'hôtellerie, telles que l'aviation, on n'a pas... moi, certains de mes clients, je les ai accompagnés parce que je les avais en boucle. Bon, après, QBE a eu une politique de souscription peut-être un peu différente. On n'a pas réduit nos capacités. D'autres assureurs ont réduit la capacité. Par contre, sur de nouveaux clients, sur de nouveaux prospects qui sont dans l'aviation, qui sont dans l'hôtellerie, qui viennent maintenant nous proposer, les courtiers qui viennent nous proposer, et Guillaume le sait, de prendre un risque, on va dire, trop tard. Ou pas bon timing. Pas maintenant, plus tard. Après, il y a des sociétés dans l'hôtellerie. Un très bel exemple sur le marché, c'est le groupe Accor, où ils ont un business model qui nous permet de mettre des capacités. Donc là, on va l'accompagner. Donc on va faire du cas par cas. Donc ça va être une approche de souscription plus dure sur les activités. Et ensuite, on va poser des questions. Quel est l'impact sur votre profitabilité, sur votre chiffre d'affaires? Comment avez-vous renégocié votre endettement? Avez-vous fait appel au PGE? Quelle procédure pour protéger vos employés? Tout ça pour limiter notre risque. Puisqu'on ne va pas prendre une entreprise qui a fait tout et n'importe quoi au moment du Covid-19. Ce qui n'est pas le cas des grands comptes. Zayela, je le sais. Parce qu'après... Qu'est-ce qui s'est passé aussi au moment du Covid-19? Il y a une réduction des capacités. Alors là, je mettrai un bémol. La réduction des capacités n'est pas liée exclusivement au Covid. Je pense que, et ça sera bon d'en parler ensuite, la réduction des capacités est liée à une sinistralité en DNO qui est croissante, à une revue des portefeuilles, parce qu'à un moment donné, certains assureurs mettaient 25 millions. 25 millions avec un rate online de 1 du 1000, enfin, vous achetez des cacahuètes, quoi. Vous achetez une Mercedes au prix d'une 2 chevaux. Mais bon, ça, c'est mon point de vue.
Donc la réduction des capacités, pour moi, n'est pas liée essentiellement au Covid-19. Il est lié à une dégradation de la sinistralité et à une accélération du risque, qui n'est pas que Covid-19. On a vu aussi l'augmentation des franchises. Alors l'augmentation des franchises, elle ne porte bien sûr que sur la Side C, mais elle devrait aussi porter sur les garanties dites Entity Up et Entity Down, où certains de nos courtiers nous ont demandé d'enlever des franchises alors qu'il aurait mieux valu les maintenir. Donc là, on revient à monter des franchises. Après, on vient aussi à mettre des introductions de sous-limites ou des exclusions bankruptcy, c'est-à-dire liquidation judiciaire, ou des sous-limites pour la bankruptcy. Il y a eu des extensions de garantie qui ont été données pour les sociétés en procédure de sauvegarde. Ces extensions ont été retirées pour des biens, pour des positions, des entreprises sensibles. Alors pourquoi on l'a fait ? Puisque quand un assureur comme moi qui rentre sur un risque qui est très mauvais, ou qui est mauvais, mais qu'on a envie d'accompagner parce que le courtier nous supplie de le faire, la seule façon de le faire, c'est de nous protéger. Et la protection passe par certaines sous-limites. Voilà. À part ça, c'est tout. C'est aussi la réduction ou l'introduction de sous-limites pour tout ce qui est mesures de sécurité et d'hygiène et de sécurité, puisque nous avons des extensions dans les garanties. Quelle réalité à date ? Alors là, c'est où je vais me faire étrier. Donc, quelle réalité à date ? Là, c'est un rapport de Zurich. Donc, je cite mes sources. Si vous voulez plus de détails, je vous les enverrai. À juin 2021, le total des réserves des assureurs liés à la crise Covid, à la crise sanitaire, est de 37,381 milliards d'US dollars. Alors, vous allez le voir, ça ne concerne aucunement la RC des dirigeants. Seulement les pertes d'exploitation. Je dirais que si je regarde le book de QBE, c'est 72% de nos réserves. L'assurance crédit caution, puisque ça coule de source, la caution, c'est pas de l'assurance. On n'arrête pas de le dire chez moi. Et on vient à payer des premières demandes. Donc l'assurance crédit et caution est impactée. L'assurance santé et vie est impactée puisque il suffit de regarder la télé et savoir ce qui se passe. Et le dernier point, la RC professionnelle des courtiers qui est mise en cause. Et on a quelques cas puisque nous sommes assureurs RC Pro pour les courtiers. Je ne divulguerai pas les noms. Ça, j'ai pas dit. Voilà. Quid de la RC des dirigeants ? Donc, à quelle réalité à date ? Donc, il y a vraiment une divergence entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, il n'y a pas de réclamation RC des dirigeants sur nos books Europe continentale. Bon, je sais qu'il y a d'autres assureurs. Alors, j'ai fait une enquête auprès de ma boîte, auprès de toutes mes succursales. Il n'y a pas de réclamation de dirigeants à l'heure actuelle portée sur nos portefeuilles. Il n'y a pas de notification de circonstances. Alors pourquoi ? Parce que si on voit les notes de conjoncture actuelles de la Banque de France, on voit que les scénarios catastrophiques qu'on avait en 2020, la Banque de France est beaucoup plus temporisée à l'heure actuelle. En faisant des différences entre les grands comptes et les petits comptes, on voit que le gouvernement a annoncé aussi des mesures sur le remboursement du PGE. C'est tombé au mois de janvier 2022. On voit que le PGE est maintenu jusqu'en juin 2022. Donc la grande catastrophe sur laquelle on pensait avoir des réclamations n'a pas eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura pas lieu ? Je ne suis pas Madame Irma et je n'ai pas de boule de cristal. Donc, et en plus, notre gouvernement a été très protecteur de notre économie. Donc pour l'instant, on peut dire que le scénario catastrophe pour la France n'est pas arrivé, mais pour les autres pays européens non plus. L'Espagne est dans la même lignée que nous. Ensuite, il faut rappeler aussi que nous sommes sur un risque RC. Donc c'est un risque à développement long. Donc maintenant, on a les faits. Les déclarations se feront plus loin. On est sur base de réclamation, puisque je vous rappelle qu'on est sous le couvert de la LSF. C'est la réclamation qui fait partir une police d'assurance.
Donc pour l'instant, c'est un risque long, pas de réclamation. Et ensuite, on a un environnement judiciaire qui est fort différent de celui des États-Unis, puisque nous sommes sur un système inquisitoire et non pas sur un système accusatoire. Nous avons un rôle très limité des avocats sur la rémunération des avocats sur le modèle français est très limitée. Et culturellement, nous ne sommes pas des pays encore à vouloir mettre en cause à tout craint. Par contre, aux États-Unis, il y a quand même pas mal de cas. La première année, je crois qu'il y en avait les 6 premiers mois, il y a eu quand même à peu près 20 cas de mise en cause de la responsabilité des dirigeants. Alors, il y a 3 piliers de mise en cause. C'est les security class action, c'est-à-dire que des sociétés qui ont fait des fausses déclarations, le cours de bourse est tombé, donc on a eu une réclamation à l'encontre de la société et de ses dirigeants. Donc, c'est la société Norwegian Cruise Line. Alors, pour la petite histoire, cette société, il y a eu une motion to dismiss, parce que le juge a considéré que le fait d'avoir un peu enjolivé la chose, c'était quand même pas un cas de faute de gestion. Le deuxième cas, c'est les dérivatives Security Class Action, et là, c'est le cas de Zoom. Alors, dans le cas de Zoom, il y a eu de fausses déclarations sur Zoom, ça, tout le monde le sait. Hein. Il y a eu un problème sur la confidentialité et comment ils ont crypté les données. Mais en plus, les dirigeants ont fait une IPO. Et bien sûr, ils ont fait une IPO, ils ont vendu leur action pour faire donc un délit d'initié. Donc, on a la totale. Le procès est en cours. Alors là, je vous ai mis les premières réclamations qui ont eu lieu. Ensuite, il y a plein d'autres réclamations. Il y en a eu encore au mois de novembre 2021. Si vous voulez des informations, je vous les enverrai. Voilà. Donc, c'est sur la crypto-monnaie. Et le dernier, qui est quand même très important aux États-Unis, c'est que vous savez qu'ils ont un régulateur qui est assez actif et qui peut s'octroyer le droit de rentrer une action lorsqu'il considère que l'information donnée par la société peut causer un dommage aux actionnaires. Donc, c'est le cas de la société Praxim. La société Praxim, c'est une société de healthcare qui vend des médicaments aux médecins et à des pharmaciens. C'est des médicaments contre la douleur, mais notamment aussi des masques. Et ils ont annoncé, on a assez de masques pour tout livrer, donc on va faire une performance extraordinaire. Sauf que ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, si vous lisez, le directeur financier de Praxim cherche un emploi, ainsi que le DG. Voilà. Donc ça, c'est les points qu'il faut dire sur la RC des dirigeants. Merci Françoise. Alors peut-être que maintenant, on va essayer de passer de la théorie à la pratique. On est tous d'accord, on vous l'a dit en introduction, on vous l'a dit, je vous l'ai commenté tout à l'heure, le fait que la pandémie s'est traduite par une exposition des dirigeants à des réclamations liées à la pandémie. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat, on est d'accord. Nous, en tant que courtier, c'est ce qu'on a dit à nos clients et pour les aider aussi à structurer leur programme d'assurance RCMS en conséquence. Maintenant, est-ce que les assureurs ont eu raison concernant leur vision du futur? Parce que je vous rappelle qu'en 2020, quand on a tous travaillé à partir de septembre pour des renouvellements de police ou de programmes d'assurance RCMS fin d'année 2020 ou début d'année 2021, on a tous vécu, nos clients et nous aussi, directement ou indirectement, nous les courtiers, nous avons vécu des corrections, je les appelais comme ça, très importantes, notamment des fortes augmentations tarifaires, des augmentations de franchise, d'éventuelles aussi corrections contractuelles avec des exclusions Covid ou des exclusions faillite. Mais s'agissant des majorations tarifaires, à l'époque, donc encore une fois fin 2020, beaucoup d'assureurs ont justifié ces majorations par justement l'avalanche ou le tsunami de sinistres d'I&O qu'ils envisageaient, qu'ils imaginaient en 2021 et en 2022. Donc on a commencé à avoir ce besoin de collecter de la prime pour pouvoir faire face à ces réclamations qu'ils imaginaient venir, en complément de la sinistralité effectivement déjà existante. Voilà, donc je vais partager avec vous les données qui sont des données internes mais publiques malgré tout, sans nom évidemment, mais des données issues des sinistres d'I&O qui ont été gérés par le groupe donc Willis Towers Watson, WTW maintenant, ou WTW, depuis le début de la pandémie, donc c'est à peu près, je vais reprendre ma lunette, pardon, 2700 3700.
3700, pardon, je voyais mal. 3700 sinistres qui ont été déclarés au titre de police que nous gérons. Alors, je précise bien à travers le monde. Ce sont des données non pas françaises, mais mondiales, qui vous permettent déjà ici de voir quel type de garantie, quel type de police, en tout cas notamment en ligne financière, ont été impactés depuis le début de la pandémie par des sinistres. Alors, à gauche, tout un tas de garanties. Donc, on va faire un petit focus sur la D&O puisqu'on parle de D&O en ce moment. Donc, c'est grosso modo 25% des sinistres qui ont été déclarés et que nous gérons. Ensuite, sur la partie droite, en mettant de côté les sinistres de RC Pro des courtiers, je ne ferai pas de commentaires. Vous voyez que finalement, la quasi-totalité des secteurs d'activité ont été concernés par cette sinistralité d'INO, avec des secteurs plus impactés que d'autres, comme le secteur notamment de la santé. Sur le slide suivant, donc ce sont on va dire les raisons, ou plutôt les fondements de ces réclamations. Donc là, on est vraiment sur de l'RC des dirigeants. Ça rejoint totalement les raisons qui avaient été mentionnées préalablement pendant ma première intervention. Ce qui est le plus, je trouve, intéressant dans ce slide, et ça rejoint les derniers commentaires de Françoise, c'est sur la partie droite, c'est déjà de dire qu'aujourd'hui, oui, on a vu de la sinistralité d'INO liée à la pandémie, mais comme vous le voyez, quand on met de côté les États-Unis et le Royaume-Uni, finalement, l'Europe, c'est le petit bout en bleu en haut, on est à 2% de ces déclarations de sinistres. Et quand, en plus de ça, vous regardez ce qui se passe juste en dessous, ce petit schéma, on voit qu'en fait, il s'agit plus de notification de circonstances que de déclaration de sinistre en tant que tel. Ça veut dire que nos clients nous ont demandé, pour plusieurs raisons, de faire des notifications de circonstances à leurs assureurs concernant des faits liés à Covid, à la pandémie, qui pourraient potentiellement aboutir dans le futur à des réclamations contre des dirigeants qui déclencheraient du coup la garantie RCMS que j'ai décrite tout à l'heure et qui aboutirait à la prise en charge d'un certain nombre de fins. Notification de circonstances quand par exemple il y a un changement d'assureur. Certains clients ont considéré que si demain, après le changement d'assureur, on avait une réclamation liée à ces faits, le nouvel assureur pourrait considérer que c'est du passé connu, donc par conséquent pourrait être exclu. Donc pour éviter ce débat entre connu, pas connu, il a été jugé utile, voire nécessaire dans certains cas, de procéder à une notification de circonstances aux anciens assureurs ou aux assureurs qu'on est sur le point de quitter, pour que si dans le futur, plus ou moins proche, on a une réclamation, cette réclamation sera gérée, traitée par les assureurs qui ont reçu la notification et non pas par les assureurs qui sont là quand ces faits aboutissent effectivement à une déclaration de sinistre. Donc voilà, donc par rapport à ces faits, à ces chiffres, donc c'est factuel, on ne les a pas inventés, on arrive effectivement à la conclusion que tout ce qui a été imaginé en 2020 pour 2021 ne s'est pas produit, ce qui a justifié à l'époque un certain nombre de corrections, notamment tarifaires. Alors oui, on entend toujours les assureurs nous dire que notamment s'agissant de faillite, compte tenu des PGE, c'est pas pour 21 mais c'est plutôt pour 22 ou pour 23. Maintenant, quand on reprend par exemple quelques cas récents, comme par exemple la liquidation judiciaire de Caddy, de France Loisirs, ou d'un groupe qui vend des fournitures de bureaux qui ont vraiment subi la crise et la faillite, ou la liquidation judiciaire, c'est vraiment la conséquence de cette crise. On n'a pas encore entendu parler d'une éventuelle de faute commise par les dirigeants. Et pour qu'on en arrive là, il faut vraiment considérer, en plus de ça, en France plus qu'aux États-Unis, avant de décider d'engager une action, il faut vraiment considérer que des fautes à l'origine de cette situation ont été commises. Donc pour l'instant, encore une fois, rien ne s'est passé. Donc effectivement, ça a soulevé un débat en 2021 pour les conditions de renouvellement 2022. Après, on a vu aussi que les assureurs ont utilisé d'autres arguments pour continuer à justifier ces mouvements de correction. En tout cas, ce qui avait été imaginé en 2020 pour 2021 ne s'est pas produit. Donc je pense que les assureurs peuvent être rassurés. Je parle d'une manière générale. Et là, on touche du doigt le niveau de nos débats pour préparer cet atelier. Et je piaffe d'impatience depuis 20 minutes, même si je remercie Françoise parce qu'elle s'est prêtée au jeu et elle sait qu'elle va au-devant de pas mal de questions pratico-pratiques. Parce que juste rappeler ce qui s'est passé, ce n'est pas des hausses mineures de 5 ou 10%. Nous avons eu des hausses, et là je parle au nom des assurés grands comptes, qui ont donc une souscription
particulière et bienveillante, comme l'a dit Françoise, avec des hausses de l'ordre de 70%. Heureusement qu'ils étaient bienveillants. Parce qu'ils auraient été malveillants, que je pense que, là, on parlerait même plus de hausse, quoi. Donc, fatalement, moi, j'ai forcément envie, et je pense au nom de tous les assurés que je représente, de poser la simple question, quid de la suite? Parce que, blague à part, cette assurance-là, elle subit des hausses lourdes depuis 3 ans, et ça continue. Et alors, merci de dire que c'est le résultat de 25 ans de baisse, mais non, ce n'est pas le résultat de 25 ans de baisse, c'est le résultat effectivement d'une politique de souscription cyclique, celle-là je l'entends, avec effectivement des capacités, et on peut faire l'analogie avec l'ensemble des branches, hein. Mais encore une fois, rattraper 25 ans de baisse en un an, ce n'est pas possible. Rattraper sur des prospectives de catastrophes annoncées, quelque chose qui n'arrive pas, ça fait l'histoire de Pierre et le loup. Parce qu'un jour, la catastrophe, elle va arriver, mais on va tous dire, c'est bon, hein, vous avez subi et vous avez anticipé ce risque-là, donc vous ne pouvez plus nous l'opposer, alors qu'effectivement, ça serait peut-être utile de rattraper ces éléments-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à force de détourner le vrai fondement de ces hausses, qui était peut-être effectivement basé sur une mauvaise souscription pendant 15 ans, pourquoi pas, mais sous l'angle de l'aggravation du risque Covid et de nous entraîner à avoir à chaque fois un regard systémique sur quelque chose qui n'apparaît pas comme étant une dégradation systémique. Et c'est là où je vais laisser le débat entre l'avocat qui, bien évidemment, va intervenir en disant que, grosso modo, les juges, on ne sait pas trop ce qu'ils vont décider. Non, je peux pas dire ça. Et les courtiers qui, factuellement, à part leur responsabilité engagée, mais quelque part, ils n'ont pas fait leur boulot aussi. Donc voilà. Mais j'attends aussi de voir en prospective comment, à 3 ans maintenant, enfin 3e renouvellement, quel va être l'argument excuse qu'on va nous sortir pour encore me mettre 70% de majoration sur une police qui n'est pas sinistrée depuis 15 ans. Alors je vais rajouter un point, hein. Là je vais sortir des chiffres depuis 2015 à 2021, on a collecté sur mon entreprise, j'ai un peu arrangé les chiffres pour pas que vous les retrouviez, vous sachiez tout de ma cuisine interne. Nous avons collecté 98 millions d'euros de primes et nous avons payé 135 millions de sinistres en paiement et en provision. Après, ce qui est très amusant, c'est qu'une entreprise privée qui est quand même un risque moins élevé avait un rate online en 2015 de 0,2% et un risque listé, une société listée avait un taux de rate online de 0,2%. Donc là, on arrive avec le rattrapement de baisse d'augmentation de primes avec un taux de 0,7% pour les sociétés privées, et je parle que du book QBE, hein, je ne parle pas d'autre chose, à un taux de 1,7% pour une société cotée, et j'y inclus les cotés directs Nasdaq aux États-Unis. Je ne pense pas que ça fasse une grosse différence entre un privé et un listé. Je dis ça, je dis rien. Et là, j'ai sorti, voilà, écoutez, c'est vraiment j'ai un peu, les taux sont vrais, les montants de primes et tout ça, je les garde pour moi. C'est le même ratio, hein, j'ai extrapolé. L'avocat va essayer de ne pas vous faire en Normandie le coup de peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Moi, je n'ai pas d'avis économique. Je veux dire, je ne connais rien de ces souscriptions. Il y a 2 questions qui me semblent émerger de notre échange. La première question est de savoir si en droit, c'est-à-dire en raisonnant en tant que juriste, est-ce que le Covid est en soi un risque aggravant ? J'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas le Covid qui est un risque aggravant, c'est le fait que le Covid déclenche un bouleversement d'équilibre. Et dans ce bouleversement d'équilibre, le dirigeant doit obéir et prendre des décisions. Et ces décisions, quand on n'a aucun background, quand on n'a aucune capacité à anticiper ce qui est une bonne ou une mauvaise réponse, fait que la probabilité que des dirigeants commettent des erreurs
est à mon avis avérée. Donc ma réponse, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que quelque part, oui, ce bouleversement de l'équilibre peut créer des responsabilités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je prends ensuite un exemple très précis qui est le PGE. La deuxième chose, c'est celle de est-ce que ce qui arrive aux États-Unis va nécessairement arriver en France ou en Europe? Je vois que pour l'instant, statistiquement, c'est absolument pas le cas. Je peux donner, pour l'avoir étudié, mais il y a plusieurs confrères qui pourront en parler dans la salle. On a par exemple, quand on a annoncé avec la loi Hamon la mise en place des class action en France, on nous annonçait le pire, c'est-à-dire que j'allais dire, les avocats, qui sont une sorte de fonds vautours, allaient se précipiter, toucher 45% ou 100%. Enfin bref, l'apocalypse américaine était à nos portes et on allait effectivement se trouver dans une situation absolument catastrophique. L'expérience montre que globalement, je mets de côté la décision des Paquines qui vient d'être rendue, mais globalement, la transposition des principes d'action collective en France est un échec. C'est-à-dire que les conditions qui sont posées, notamment le passage obligatoire par une association, est quelque chose qui paralyse l'action parce qu'un certain nombre d'associations se saisissent de sujets sans forcément tous les maîtriser et, j'allais dire, avec une espèce de volonté politique, pour le coup, de gagner. Parce que les premiers dossiers ont été perdus. Et c'est quelque chose qui fait mal, même quand on a une association. Donc, pour vous répondre, est-ce qu'on peut avoir une transposition de la logique de procès américain à la France telle que je ne pense pas? Est-ce que ces pratiques américaines, avec la généralisation des honoraires de résultat, malgré le principe du pacte de quota-litis, enfin l'interdiction du pacte de quota-litis, est-ce qu'on a tendance à s'américaniser en tant qu'avocat? Je parle sous le contrôle de mes confrères. J'aurais tendance à vous dire que oui, quelque part, c'est en train d'arriver, pas comme là-bas, pas aussi intense, mais ces mœurs, si vous voulez, guerrières, sont effectivement en train d'apparaître dans le barreau. J'en viens à la question du PGE, puisque c'est un bon exemple au fond. Est-ce que le fait, quand on est une entreprise avec une activité assez douloureuse, difficile, avec des dettes et des engagements qu'on ne peut pas supporter, d'avoir un expert comptable bienveillant qui vous permet d'obtenir effectivement un PGE? Est-ce que le fait, et là on raisonne en tant que juriste, est-ce que le fait de bénéficier d'un régime légal est une faute? La réponse est non, pas en tant que tel. Après, on en a parlé, mais je suis vraiment prêt complètement à discuter de ça. Est-ce que demain, on aura des débats sur des dirigeants qui ont utilisé le PGE pour s'acheter une Porsche et précipitant l'entreprise effectivement dans une faillite et oui, mais j'allais dire, utiliser l'argent de l'État pour soutenir l'activité d'une entreprise pour faire face à une difficulté, même si on n'y arrive pas et si on le fait de façon involontaire, ne me semble pas être une faute créative d'un préjudice. Et je viens juste pour le préjudice et j'aurais vraiment fini après. Mais potentiellement, c'est ce que je vous disais au début, potentiellement, ça peut exister. Dernière chose, n'oublions pas que ces prêts sont garantis. Donc ça veut dire que même si on avait une faute, et j'en reviens toujours, je sais que c'est ma lubie, j'en parle à chaque fois, mais dans le triptyque faute, causalité, préjudice, les procès oublient systématiquement que la vraie sortie, la vraie défense, elle se trouve au niveau du préjudice plutôt qu'au niveau de la faute. C'est-à-dire que nombre de dossiers sont gagnés parce qu'il n'y a pas de préjudice. Donc pour vous répondre sur les PGE, même dans cette hypothèse du dirigeant qui aurait pris la caisse pour acheter quelque chose qu'il n'aurait pas dû acheter et que ça contribuerait à faire, etc., j'ai du mal à penser qu'on ira très très loin en termes de procès en responsabilité. Voilà ma réponse juridique. Mais quid de l'inverse, c'est-à-dire d'un dirigeant, et on s'est posé la question, pas forcément la réponse, d'un dirigeant qui ne prend pas le PGE alors qu'il aurait pu le prendre et qui se retrouve en difficulté et peut-être avoir à se défendre de cette décision-là. Est-ce que ce serait susceptible d'être une faute de gestion parce qu'à un moment donné, il a choisi de ne pas le faire? Là, je suis plus mal à l'aise pour répondre. Oui, c'est un avantage. J'allais dire, c'est un avantage qui ne coûte pas cher, le PGE. Sans dispenser, il faut vraiment... Alors, je te réponds, je pense qu'on pourrait effectivement soutenir en défense, mais il faudra avoir de sacrément bonnes raisons d'expliquer pourquoi on n'a pas voulu sauver une entreprise qu'on pouvait sauver. À nouveau, on en revient toujours à ces questions de circonstances. Ce n'est pas l'acte lui-même qui est important, c'est l'environnement de l'acte. Pourquoi on fait les choses? Quelle est la motivation? Ce fameux bon dirigeant. Mais pour te répondre, c'est plus facile d'engager sa responsabilité s'il refuse le PGE que s'il l'accepte, à mes yeux. Et surtout s'il refuse...
s'il refuse le PGE pour donner des dividendes à ses actionnaires. Là, je pense qu'on est sur une zone où ça peut entraîner une responsabilité, un risque alourdi. Et on a vu que la crise de 2008 a quand même mis des décisions à ce niveau-là, en disant qu'il appartient aux dirigeants de se comporter en bon père de famille. Donc s'il prouve qu'il a pris toutes les mesures pour limiter l'impact de la crise financière, de la crise sanitaire, il n'y aura pas de responsabilité. Mais s'il n'a pas pris un PGE juste, il n'a pas protégé les intérêts sociaux pour prendre du dividende, là, je pense on est dans une zone grise et on va avoir des mises en cause de dirigeants. Ça se défend, oui. Après, par rapport au scénario qu'on a envisagé tout à l'heure et par rapport à ce que ça pourrait coûter au monde de l'assurance, tout à l'heure j'ai mentionné aussi dans mes premiers propos le fait que ces polices incluent aussi les exclusions. Donc oui, certains scénarios peuvent survenir. Encore une fois, le cas de réclamation introduite par un ou plusieurs employés qui considéraient avoir subi un dommage corporel de décisions prises par la société et son management. Donc là, n'oublions pas, je le rappelle, qu'on a une exclusion donc applicable aux dommages corporels qui exclut donc la prise en charge des dommages et intérêts, qui permet simplement, d'une manière générale, la prise en charge des frais de défense. Donc tout ça pour dire que oui, certains scénarios peuvent survenir et ça peut aboutir à des réclamations, des actions contre des dirigeants, mais ça ne veut pas forcément dire que les polices d'assurance RC des mandataires sociaux, si je reprends le terme de voiture-balai, vont systématiquement aussi être exposés et prendre en charge l'ensemble de ces frais. Pour reprendre aussi le cas mentionné par Stéphane d'un dirigeant qui utiliserait le montant d'un prêt pour un avantage personnel. J'ai mentionné tout à l'heure l'existence systématique de l'exclusion applicable à l'obtention d'un bénéfice personnel. Certes, cette exclusion ne va s'appliquer que lorsque le bénéfice personnel aura été formellement établi ou reconnu par l'intéressé. Maintenant, c'est quelque chose qui, à un moment, pourra arrêter le fonctionnement de la police et la prise en charge des frais au détriment de l'assureur qui, finalement, se retrouverait à accompagner, on va dire comme ça, un dirigeant qui serait un escroc ou quelqu'un qui aurait abusé du système, avec des conséquences pour la société, ensuite d'éventuelles majorations de primes. Donc voilà, tout ça pour rappeler que si certains scénarios peuvent survenir, les polices d'assurance RC des mandataires sociaux ne fonctionneront pas dans certains cas ou pas totalement. Et par conséquent, c'est une façon aussi de protéger, à travers ces clauses, on va dire, l'assureur. Je voulais rebondir sur le fait qu'on va déterminer la responsabilité d'un dirigeant par rapport à un préjudice. Par contre, je rappelle aussi que la RC des dirigeants, on paye les frais de défense quand même. Oui. Des fois, c'est un paiement de frais de défense et pas seulement une avance. Et comme il y a des clauses de responsabilité de solidarité, certains dirigeants n'ont pas fait l'acte fautif et vont pouvoir bénéficier des frais de défense. Et là, je dois dire que pour certains groupes cotés, j'en ai vu certains groupes cotés dont les premières lignes qui s'affichent à 25 millions ont été épuisées quand même juste sur base de frais de défense. Là, je suis d'accord. Mais enfin, je constate quand même, et on va vous laisser la parole, hein, bien évidemment, parce que là, on débat entre nous, mais vous pouvez tout à fait participer au débat. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, et je l'ai toujours dit, la police des dirigeants, enfin, responsabilité des dirigeants, assurance responsabilité des dirigeants, c'est d'abord et avant tout une police de frais de défense. Et c'est souvent cette garantie-là qui épuise d'ailleurs avec... toutes les grandes difficultés, y compris en interne, pour expliquer pourquoi il n'y a plus rien, c'est parce qu'effectivement, on a utilisé la garantie pour défendre un dirigeant. Et quand la société morale se fait condamner et qu'on doit après expliquer qu'on n'a plus de sous au titre de cette garantie pour défendre la société personne morale, c'est aussi un peu compliqué puisqu'elle vient toujours après la personne physique. Donc, ce que moi je retiens quand même de tout ça, c'est qu'effectivement, on peut considérer que la Covid peut être considérée comme un facteur aggravant, que ce n'est pas matérialisé en termes de chiffres jusqu'à présent, loin de là, qu'il y a quand même intrinsèquement, et je tiens à le redire, pas mal de garde-fous dans le mécanisme de l'assurance de responsabilité des dirigeants pour qu'un assureur se retrouve à limiter son intervention au titre de cette police, mais qu'en tout état de cause, on a quand même depuis 3 ans, au bas mot, un retournement de marché important qui fait qu'on est en train de payer un rééquilibrage qui, sous le prétexte du Covid, ce serait fait. Je ne conteste pas le fait que ce rééquilibrage aurait dû être fait, mais certainement pas en 3 ans, en beaucoup plus longtemps. Et c'est un peu ça que je tiens à souligner, en disant que les assureurs oublient
qu'à force de charger la mule rapidement, eh ben, il risque de la tuer. Alors je pense qu'on va prendre des cours de marketing et de communication, les assureurs. Alors ça. Et je pense aussi que ce que nous apprend la crise actuelle, c'est peut-être qu'il y ait plus d'échanges entre les clients et les assureurs et faire ce qui est fait à l'instar des banques. Hein. Les banques, chaque année, font des réunions de souscription où ils nous expliquent leurs risques, ce qui n'est pas le cas des sociétés corporates. On voit arriver cette tendance cette année, voire l'année dernière. Donc, ce qui est bien, c'est qu'un assureur lit toute la documentation qu'il veut, mais on n'est pas dans la société. Donc, j'enjoins mes conjoints d'être plus transparents sur leur intention quand ils voient un client, c'est-à-dire d'être très direct. Alors, des fois, on dit qu'on est trop cash. Me l'entends dire assez souvent, mais peut-être faudrait-il mieux être très clair quand on voit un client en disant attention, on ne pourra pas tenir les prix parce que voilà, je vous ai donné nos chiffres. Et ensuite aussi anticiper sur le dialogue et sur les présentations de la stratégie, les ratios financiers, la gouvernance, etc., etc. Tous les points que j'ai listés et avoir un réel échange là-dessus. Je pense que le sujet il est là. En fait, tu l'as dit aussi tout à l'heure et tu le redis à l'instant. Je pense qu'il y a un besoin de la part de l'ensemble des assureurs très actifs sur ce segment de risque de retrouver des niveaux de primes plus adaptés, plus en ligne avec la sinistralité RCMS. Il y en a toujours eu, hein, et même avant de connaître ces premiers mouvements de correction. Donc c'est clair que d'un côté, nos clients bénéficiaient d'amélioration de garantie, de baisse de franchise, de plus de capacité, de baisse de primes, à un moment où la sinistralité RCD mandataires sociaux évoluait. C'était une réalité en Europe et notamment en France. Maintenant, je trouverais, je le dis, peut-être plus honnête de la part de l'ensemble des assureurs de justifier ces majorations par justement ce besoin de retour à des niveaux de primes plus importants pour continuer justement à faire face à la sinistralité actuelle et à venir quelle qu'elle soit, plutôt comme ça a été fait par beaucoup d'assureurs en 2020, le justifier par Covid et ses conséquences, et vous l'avez compris tout à l'heure, il ne s'est pour l'instant rien passé, et je pense qu'il ne se passera rien. Et là où je vais continuer dans mes propos, c'est qu'après que les assureurs aient utilisé Covid ou la pandémie pour justifier ces majorations, on voit qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et qu'aujourd'hui, plutôt, les assureurs utilisent plutôt les problématiques de responsabilité sociétale et environnementale, donc l'ESG ou la RSE, pour maintenant justifier, dans certains cas, des majorations au motif que ces nouvelles obligations, si elles ne sont pas respectées, pourraient, encore une fois, voilà, on imagine le futur, pourraient conduire à des réclamations. Donc on est encore dans l'imagination de ce qui pourrait se passer, mais sans qu'aujourd'hui, notamment en France, enfin en Europe et en France, c'est peut-être vrai aux États-Unis, mais pour des raisons qui ont été mentionnées par Françoise et confirmées par Stéphane, c'est voilà, le contexte américain, les avocats, la possibilité, la facilité d'introduire des actions contre des dirigeants, notamment de sociétés cotées. Mais en France, pour l'instant, j'ai quelques doutes sur le fait que, y compris ces problématiques ESG, aboutiront dans un futur proche à des réclamations. Voilà. Pour ma part, les problématiques ESG, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. On le connaît dans les compagnies d'assurance, ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Pour moi, l'ESG a une conséquence sur la façon de souscrire un risque, sur les activités dans lesquelles on veut maintenir des capacités ou pas. Pour moi, c'est plus ça le sujet. Il va y avoir des entreprises qui ne trouveront plus de garantie puisqu'ils ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'une société pour être aux normes environnementales. Mais c'est tout. Je ne pense pas que ça sera... à mon point de vue, je ne mettrai pas l'ESG en premier. Je mettrai l'ESG sur ma politique de souscription, mon risque interne, ma cuisine. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule dans les assureurs qui sont là, d'avoir déjà des guidelines qui tombent là-dessus, où on nous dit faites attention à ça, faites attention au nucléaire, faites attention au charbon, c'est un interdit de souscription chez nous. Voilà, donc les entreprises qui ne font aucun effort sur l'exploitation du charbon, on ne peut plus y aller. Donc c'est pour moi une approche de souscription. Alors, voilà. Ouais, merci François. Je vois juste que le temps tourne et je voulais vous laisser au moins l'occasion de parler ou en tout cas d'avoir la possibilité de nous interroger si vous avez des questions ou en tout cas un point qui vous tenait encore à cœur, en espérant qu'on vous a quand même bien démontré que sur cette question, on retrouve quand même un paradoxe
mais qui a été notre vie, on va dire, depuis 3 ans en tant qu'assuré, où on fait face à une position des assureurs qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, quand on l'explique, et comme Françoise l'a fait, et qu'on va un peu au fond des choses, on peut essayer de voir et de se mettre un petit peu, en tout cas, à trouver un terrain d'entente, mais que au final, la pandémie n'est pas du tout le risque systémique annoncé, ou la catastrophe, ou le tsunami, on peut l'appeler comme on veut, qu'on attend. Je fais un petit parallèle, mais là, je sais que je vais me faire détester par tout le monde. J'entends la même chose au niveau du cyber. Et clairement, je tiens à le dire, le côté systémique du cyber, je l'attends encore. Mais ça va être pareil, et on va encore en rediscuter longtemps. Mais je constate seulement 2 choses. Je constate qu'effectivement, on a un vrai hiatus, un vrai paradoxe entre la vision catastrophique à chaque fois qui nous est opposée et la réalité, chiffres et données qu'on a et sur lequel on aimerait bien de temps en temps revenir pour pouvoir étayer nos transferts de risques et pouvoir arriver à trouver un terrain d'entente. Parce que sinon, et je le dis en toute honnêteté, à un moment donné, le transfert de risque, il ne va plus être au niveau des assureurs. On ne pourra plus, parce qu'on ne peut plus suivre 70%. Ça, c'est plus possible. Voilà. Merci beaucoup. Question. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, si j'enlève le micro, ça ne va pas le faire. Un débat, point. Moi, juste avant, non, juste pour dire que, je vous laisse la parole. La voiture, non, mais la voiture balai, c'est je tuerais pour un bon mot. Ce n'est pas ce que je pense des compagnies d'assurance. Ne me collez pas cette étiquette-là. Je ferme la parenthèse. J'ai la chance de ne plus avoir à négocier chaque année le renouvellement. Je vais tenter de... Quelle chance. Ce que je lis de ce qui est dit là actuellement, je pense qu'on a tous intérêt, clients ou assureurs, à avoir un modèle économique qui soit stable. Ce que j'en déduis, c'est stable, ou tout du moins qui soit performant. Ce que j'en déduis, c'est que visiblement, pardon pour les assureurs, ils n'ont pas fait tout à fait leur boulot. Et ils n'ont pas trop regardé quelle était leur rentabilité. Donc ça, mauvais point pour eux. Et effectivement, mauvais point sur j'essaie de rattraper et je ne suis pas transparent vis-à-vis de mes clients. Et surtout, je leur donne les mauvaises raisons. Parce qu'en fait, c'est bien comme ça que les clients l'ont perçu. Donc là, je pense qu'effectivement, pour l'avenir, on a intérêt à ce que tout le monde soit clair sur sa stratégie, sur les arbitrages internes, parce qu'effectivement, chaque assureur a ses propres arbitrages entre les différentes lignes d'assurance. Et c'est plutôt sain qu'il y ait un débat. Par contre, évidemment, le problème, c'est effectivement, ça c'est un des dangers. On discute beaucoup à la marée à nouveau de la captive et autres. Et ça, c'est sûr que, sans être une menace, si le coût devient exorbitant, eh ben forcément, il va falloir s'organiser. Les industriels vont s'organiser. Donc ça rééquilibrera peut-être, mais on va peut-être passer par des phases qui vont prendre trop de temps. Aussi. Je pense que, comme vous disiez, sans parler de marketing, il faut... Les périodes de crise, normalement, devraient amener à regarder ces fondamentaux et discuter comment, jamais Rome s'est fait en un jour, comment on arrive à lisser quelque chose et essayer de remettre un peu de sérénité. Et évidemment, si on s'accuse de tous les maux de chaque côté, même si on le subit, hein, je ne suis pas en train de dire... parce que je gère aussi une captive d'assurance, donc je vois très bien. Mais c'est important, et je crois que c'est ça. Le problème, c'est que je pense que sur beaucoup de lignes, il n'y aurait eu qu'une ligne. La RCMS aurait été. Mais comme il y a sur beaucoup de lignes, visiblement, il y a quelque chose, on se dit, mais c'est pas possible. Mais la RCMS cumule en fait tout le problème de communication dont on parle, parce qu'on parle d'un risque systémique avec une vague d'aggravation qui n'est pas arrivée en Europe et en France, qui a commencé effectivement à donner des répercussions aux US, mais qu'on ne voit pas arriver en Europe et en France. Or, c'est le marché européen et le marché français qui a eu des hausses très très fortes sur cette ligne-là. Je ne conteste pas que le marché américain n'a pas été augmenté, tous les marchés bien évidemment, ont été tous les marchés. Mais le marché européen a suivi, alors qu'il n'est pas suivi de sinistralité, ce qui est compliqué à poser comme débat. Oui, et je termine juste sur un point. Je comprends tout à fait la notion de rééquilibrage. Celle-là, on n'a aucun problème à le comprendre et à le suivre, mais on ne peut pas rééquilibrer 15 ou 20 ans de baisse cyclique en 2 ans. C'est impossible. Il aurait fallu l'étaler
Et je pense que sans la pandémie, c'est ce qui se serait passé. Ça aurait remonté beaucoup plus lentement. D'autres questions? Les erreurs sont humaines au sujet des politiques de souscription, comme la construction qui n'évalue mal ses coûts de construction. Ça y est, mais jamais. Oh. C'est le mot de la fin. Nous, on assume, hein, on va jusqu'au bout de nos erreurs. Merci en tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'est un débat qui aurait pu encore continuer. Merci d'être là et bonne fin d'Amrae en tout cas. Juste remplir les petits trucs. Ah oui, pardon, il faut que vous remplissiez votre évaluation par Imagina. Email, maintenant. Voilà, je cherchais l'élément. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci.